et des TPE, PME. Et de ce fait, l'accord constitutif a été signé avec la CPME et l'U2P, eu égard aux représentations des entreprises qui nous concernent. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, ok. Donc, notre mission au sein de l'OPCO-EP, alors l'OPCO-EP, c'est quoi? C'est en France, ce sont en France 402 000 entreprises aujourd'hui référencées, essentiellement sur le secteur de l'artisanat, des professions libérales et des services de proximité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, tous les métiers de bouche. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Les professions libérales, c'est-à-dire tout ce qui relève huissier, greffier, notaire et l'ensemble des professions libérales, et des services de la proximité qui vont des entreprises de services à la personne jusqu'aux miroiteries ou encore à l'industrie pharmaceutique par le biais des répartiteurs pharmaceutiques. Donc, vous voyez un spectre très large. 402 000 entreprises en France, 24 000 entreprises en Normandie, couvertes par le champ de l'OPCO-EP. Notre mission, comme je vous l'ai dit, c'est bien d'être le promoteur de l'alternance. On finance essentiellement des contrats d'apprentissage. À date 2021, on en avait financé 151 000 en France. Aujourd'hui, à date, on est à un peu plus de 170 000 contrats d'apprentissage, un peu plus de 7 000 ici en Normandie, 17 000 contrats de professionnalisation. Alors, il y a eu un principe un petit peu quand même, il faut être honnête, de vase communicant, c'est-à-dire qu'on a vu quand même s'effondrer les contrats de professionnalisation au profit de l'apprentissage, qui a ouvert un spectre plus large avec des organismes de formation qui se sont positionnés et plus d'actions de formation éligibles en apprentissage. Pour autant, on a quand même une progression en dehors de ce vase que j'appelle dit communicant. On a une progression de plus de 20% de l'apprentissage globalement en France. Notre métier aussi, c'est d'accompagner donc 53 branches. Alors, on n'en a plus aujourd'hui que 52, puisque vous savez qu'il y a une réforme qui est en cours depuis 2017, qui est la réforme qui vise à la fusion des branches. En France, en 2017, nous avions un peu plus de 700 branches. Aujourd'hui, on arrive sur un périmètre global, tout OPCO confondu, d'environ 240 branches. Et la volonté de l'État était d'arriver à fin 2023 à environ 200 branches professionnelles. Et comment se fait la sélection des branches? Alors, il n'y a pas de sélection, ce sont des rapprochements qui se font entre branches. Alors, il y a eu un premier travail qui a été de dire que toutes les branches dites, entre guillemets, mortes, c'est-à-dire les branches qui ne recouvraient pas de salariés, n'avaient pas vocation à avoir un titre de branche professionnelle. Ce qui fait qu'au départ, sur les 700 branches, je crois que c'est à peu près 30% des branches qui ont disparu. Parce qu'historiquement, en France, on avait l'habitude de monter des branches professionnelles un petit peu pour tout. Il y avait notamment, pour vous faire rire, la branche du peigne à cornes dans le fin fond de la vallée d'Auvergne, qui ne recouvrait plus aucun salarié depuis des dizaines d'années, eu égard à la disparition des entreprises qui relevaient de cette branche. Donc, il y a eu ce premier ménage, entre guillemets, qui a été fait. Et puis après, c'est à chacune des branches de se rapprocher, en fait, de branches dont ils peuvent se sentir proches de par les métiers qu'ils couvrent et leurs orientations. Donc aujourd'hui, on a vu se rapprocher un certain nombre de branches, par exemple sur les métiers dits du juridique, les huissiers de justice et les greffiers sont en train de se rapprocher parce qu'ils ont beaucoup de dénominateurs communs. J'ai une petite... Oui, il y a une main. Oui. Hélène? Oui, excusez-moi, j'avais une question. Dans le premier paragraphe, vous parlez des professions libérales et je voulais savoir s'il s'agissait que des professions libérales réglementées ou sinon, quelle était la règle de rattachement des professions libérales entre l'OPCO-EP et le FIFPL, par exemple? Alors, nous, ce sont les professions libérales réglementées, comme vous dites. D'accord. C'est-à-dire tous les métiers, alors voilà, huissier de justice. Alors, un indépendant, une profession libérale, par exemple, de l'immobilier, prenons cet exemple-là, pour être concrète, va être rattaché au FIFPL ou à la GFIS, suivant le code NAF et le code APE auquel il appartient, puisqu'on a encore deux organismes qui gèrent la formation à destination des professions libérales ou des auto-entrepreneurs.
puisqu'on a aussi dorénavant cette catégorie qui rentre dans ce spectre. Et donc, eux peuvent s'adresser au FIFPL ou bien à la GFIS, le financement des formations, qui est recouvré directement par le biais de cotisations URSSAF qu'ils versent. D'accord. Donc là, on est bien uniquement sur profession libérale réglementée. Pour vous. Tout à fait. Ok, merci. Voilà, donc 53 branches, voilà, vous l'avez dit, boulangerie, imprimerie, la coiffure. Alors, pour vous donner un petit peu une vision de ce qu'est l'OPCO-EP en termes d'entreprise ici en Normandie, le top 5 des 52 branches de l'OPCO, ce sont dans un premier... Alors, la première branche, c'est la coiffure. Nous sommes extrêmement dotés de salons de coiffure en Normandie. L'esthétique, viennent ensuite les agences immobilières, les entreprises de services à la personne et les prestataires de services du secteur tertiaire qui sont en fait à la fois d'un côté les call centers, ce qu'on appelle les call centers, et puis tout ce qui relève de la prestation de services à destination des entreprises ou des particuliers. OK. Voilà, donc on a une gouvernance paritaire nationale avec une présidence aujourd'hui U2P et une vice-présidence CGTFO. Notre directeur général Arnaud Muret a été nommé le 27 mai et c'est bien cette gouvernance paritaire qui détermine en partenariat avec les représentants des branches professionnelles au travers d'une commission qui s'appelle la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, qui détermine d'une part, par le biais de cette commission, les grandes stratégies de financement et quelles sont leurs priorités de financement, et qui, par le biais de ce qu'on appelle une section paritaire professionnelle, détermine les critères de prise en charge pour chacune des branches. Donc voilà, c'est bien une gouvernance paritaire nationale à part égale des représentants employeurs et des représentants salariés. Nos orientations stratégiques et notre raison d'être à l'OPCO-EP, c'est d'une part de garantir à tous nos potentiels bénéficiaires. Alors, qu'est-ce qu'un bénéficiaire au sein de l'OPCO-EP? On a plusieurs catégories. On a l'entreprise, évidemment, qui est un bénéficiaire. Nous avons les salariés. Nous avons aussi, au titre des bénéficiaires, les CFA et les organismes de formation. Et nous avons l'ensemble des tuteurs et maîtres d'apprentissage. Voilà ce que sont des bénéficiaires de prestations de l'OPCO-EP. Notre mission, c'est bien d'essayer d'être le plus équitable possible dans la répartition et l'utilisation des fonds. C'est d'autre part d'accompagner nos 52 branches professionnelles dans la qualification des compétences et le développement des compétences à la fois des collaborateurs, par le biais du plan de développement des compétences, mais aussi des salariés embauchés en alternance. On essaie d'appuyer le plus possible les entreprises dans leurs efforts d'investissement. Alors, tout à l'heure, Jean-Philippe disait les trucs et astuces. Je sais qu'on aime bien les trucs et astuces. Appuyer les entreprises, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en région, la délégation régionale Normandie, elle a dans son activité la recherche de cofinancement à destination des entreprises et du cofinancement régionaux. Donc, on est en lien direct et permanent avec l'ensemble des financeurs que sont l'État, la région, pour voir avec eux quels sont par rapport à notre champ de compétences, les entreprises dont on relève, les actions qu'ils accepteraient de cofinancer avec nous pour que ça, effectivement, ça ait un coût moindre sur les entreprises. Et notre dernière mission, c'est de mettre en œuvre une organisation territoriale. C'est ce qu'on fait ici en Normandie avec un double impératif, c'est la proximité. On a aujourd'hui 10 conseillers en formation en Normandie qui sont au service des entreprises par le biais de ce qu'on appelle une interlocution présentielle et qui assurent des rendez-vous en fonction de leur portefeuille et des territoires auxquels ils sont rattachés. Et puis, on a développé aussi une interlocution dite distancielle, puisque vous imaginez qu'avec 24 000 entreprises, il est compliqué d'être présent physiquement avec 10 collaborateurs terrain. On a développé une interlocution distancielle qui permet aux entreprises en fait de rentrer en contact avec le COEP sur une plage horaire qui est de 7 à 23 heures pour répondre aux contraintes des entreprises. Un boulanger, par exemple,
il est évident que sur des horaires de bureau, il a des difficultés pour nous contacter et qu'on puisse répondre à ces questions. Donc, on a essayé de s'adapter aussi à nos entreprises, à leur activité et à leurs horaires. Et aujourd'hui, on est en 7 jours sur 7, 7h, 23h, et on passera prochainement sur des plages horaires plus grandes encore, puisque nous couvrons aussi les DROM. Et avec le décalage horaire, ça va nous contraindre aussi à élargir encore notre présence. Donc, une présence territoriale, on s'appelle entreprise de proximité. Et la proximité, ce n'est pas seulement les entreprises qui l'assurent, c'est aussi à nous de l'assurer et d'être plus près de leurs attentes. Dans cette gouvernance, donc, on est animé aujourd'hui au niveau régional par une commission paritaire régionale. Nous avons 17 commissions paritaires régionales. Leur mission, c'est de relayer les politiques d'emploi-formation des branches, de conforter l'assise territoriale et le dialogue avec les partenaires sociaux en territoire. Ils sont là aussi pour contribuer et rendre compte de ce que les CPNEFP, dont je vous parlais tout à l'heure, Commission paritaire nationale emploi formation professionnelle, relaient sur le territoire. Donc, quand une branche et une CPNE dit ma priorité pour 2023, ce sera d'accompagner le financement de la transition écologique, par exemple, puisque c'est un sujet d'actualité, il convient et il relève de la commission paritaire régionale que de mettre tout en œuvre avec l'ensemble de l'équipe pour que cette stratégie soit appliquée au plus près des entreprises. On est là aussi pour expérimenter et innover. On a des budgets qui sont dédiés à l'accompagnement de budgets territoriaux innovants, et donc on est aussi là pour mettre en place des innovations, développer les partenariats et puis agir en tant que conseil d'orientation sur les territoires qui sont dits ultramarins. Voilà pour l'ensemble des activités de notre commission paritaire. Un opérateur, donc, comme je vous l'ai expliqué, de proximité sur 3 grands pôles, l'artisanat, les professions libérales et le service de proximité. Le PEP, 1100 salariés au niveau national. Ce qui est intéressant, je pense, c'est la Normandie. Une dizaine de collaborateurs proches du territoire dit conseillers en formation. 3 responsables de projets pour accompagner ces projets innovants et la recherche de financement et partenariats, et puis une direction régionale et une assistante. Donc aujourd'hui, on est une équipe d'environ 14 personnes. Nous ne sommes pas les cordonniers les plus mal chaussés. Nous avons pris aussi 3 apprentis pour nous accompagner et les former cette année. Donc c'est aussi plutôt intéressant que de mettre en œuvre ce qu'on peut être amené à préconiser. Une implantation voilà, territoriale avec 95 antennes en France. En Normandie, nous sommes à Hérouville-Saint-Clair et à Saint-Étienne-du-Rouvray, juste à côté de Rouen, dans la zone industrielle du Madrier. On devrait ouvrir peut-être 2 autres antennes. On envisage d'en ouvrir une au Havre, avec peut-être en s'installant dans un espace de coworking, ou en tout cas pour avoir un lieu qui nous permette aussi d'accueillir des entreprises et des salariés et les accompagner dans un cadre agréable. Quelques chiffres, donc je vous l'ai dit, aujourd'hui 52 branches, 3 millions de salariés couverts, 170 000 apprentis accompagnés en 2021, 400 000 entreprises. Voilà les chiffres, en tout cas pour la France. Nos missions et nos services. Donc, nos missions auprès des entreprises, c'est une offre de service qui doit être simple et accessible, parce que le spectre, il est large, les besoins sont larges aussi. Donc, c'est d'être bien informé. C'est notre première mission, c'est d'informer les entreprises sur les droits, leurs ressources, les outils dont elles disposent pour développer les compétences et former leurs collaborateurs. C'est de faciliter la prise en charge des formations. Aujourd'hui, on a, et depuis le Covid nous a, on va dire, aidé en ça, la dématérialisation. Donc aujourd'hui, l'intégralité de la chaîne administrative est dématérialisée, que ce soit pour le plan de développement des compétences, c'est-à-dire lorsqu'une entreprise veut faire une demande de prise en charge d'action de formation, ou que ce soit aussi pour le financement d'un contrat en apprentissage. On est là aussi pour accompagner, mieux recruter, mieux former, donc mettre en relation les acteurs sur le territoire avec une relation de proximité du conseiller et de l'ensemble des acteurs, et puis travailler à cette accélération de la transformation des entreprises au travers des sujets qui sont dits innovants et d'actualité.
On œuvre en faveur de l'insertion et du développement de l'emploi. Alors, nous ne sommes pas Pôle emploi, ça va mieux en 10 ans, on n'est pas là pour ça. Notre mission, ça n'est pas de développer l'emploi en tant que tel, mais en tout cas de développer le recours aux dispositifs qui nous sont confiés, et entre autres l'alternance et l'apprentissage. Donc, il en va de même pour les individus, qu'ils soient bien informés, qu'ils puissent entrer en contact avec les acteurs clés, donc une simplification des systèmes administratifs par la dématérialisation et des démarches qui sont donc aujourd'hui simples et facilitantes. Ça va? Vous avez des questions? Je continue, je déroule. Une offre de service qui est adaptée aussi pour nos branches professionnelles. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, l'OPCO-EP, comme tous les OPCO, nous sommes des outils à destination de nos branches. Nous sommes là pour accompagner, servir à la politique des branches qui sont dans notre périmètre. Donc, notre première mission, c'est d'animer et d'informer ces branches par le biais des CPME et des sections paritaires professionnelles. C'est aussi d'assurer pour ces branches une mission d'observatoire. Et on a en ce sens plusieurs axes, notamment par le biais des conseillers en formation qui sont sur les territoires. On draine aujourd'hui de la data extrêmement importante et de qualité, qui nous permet d'avoir des portraits statistiques de territoires, d'entreprises, des carnets de tendances par branche et un observatoire permanent de l'alternance pour chacune de nos branches. On est là pour accompagner aussi nos branches dans des démarches de certification, puisqu'aujourd'hui, certaines souhaitent à développer de nouvelles certifications. Et donc, on est là aussi pour accompagner à ces démarches de certification et de reconnaissance. Et puis, soutenir le développement des branches et des entreprises au travers de la proximité, du PDC et de l'utilisation des fonds qui nous sont confiés. Aujourd'hui, nos orientations stratégiques, quelles sont-elles? C'est de continuer à travailler sur des services en ligne et dans la dématérialisation, eu égard voilà, au nombre important d'entreprises que nous couvrons, d'individus. Il faut des services en ligne, il nous faut pouvoir être opérationnel le plus et efficace le plus rapidement possible par rapport aux demandes de nos entreprises. Donc, qui souhaitent demander un financement, suivre leurs activités de formation, suivre leur dossier d'alternance, mais aussi pour déclarer et payer. Aujourd'hui, la déclaration et le paiement des obligations de formation passent par ces outils dématérialisés. Et aussi, en troisième lieu, ça permet aux entreprises d'avoir accès à ce qu'on appelle les actions clés en main. Donc ça, c'est très important pour toutes les entreprises, c'est que l'OPCO-EP offre la possibilité de négocier en amont des actions de formation, des actions collectives, une espèce de catalogue, si vous voulez, à la fois transversal, donc pour toutes les entreprises qui relèvent de notre périmètre, mais aussi spécifiques. Certaines branches développent des actions collectives spécifiques, et ces catalogues sont accessibles, pré-négociés, ce qui fait que les entreprises n'ont plus qu'à s'inscrire et à inscrire leurs collaborateurs pour participer. À l'écoute, donc, avec un centre d'appel pour nous contacter, un centre d'appel, comme je vous l'ai dit, qui est ouvert de 7h à 23h, et une équipe de conseillers en formation sur le territoire. Cette équipe les informations concernant l'équipe de conseillers des territoires, je vous invite à vous rendre sur le site de l'OPCO-EP, l'OPCO-EP en Normandie, et sur ce site, vous aurez toutes les coordonnées des conseillers en formation, mais aussi des responsables projets pour entrer en contact avec eux si nécessaire et qui étudieront avec vous vos besoins. Voilà. Merci à vous. Voilà la présentation de l'OPCO-EP. Merci beaucoup, Vanessa. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Apparemment non, parce que je ne vois pas de main levée, rien ne s'écrit. Donc, je vais passer la parole à Alice. Est-ce que Alice m'entend? Oui, je t'entends très bien. J'attends voilà. Alors, j'essaie, Alice. Je suis toujours embêtée avec... C'est ça. Je ne peux pas partager tant qu'il y a déjà un partage. Je me doute, Alice, je me doute. Alors, il y a un petit... Je ne sais pas comment il fonctionne ce matin, mon truc, là, mais il y a une mise à jour de fait et je ne sais pas ce qu'ils ont fichu. Alors, est-ce que c'est bon pour vous, là, Alice? Oui. Là, je viens de l'arrêter, là. Voilà. Merci. Voilà, c'est fait. Alice, est-ce que... Voilà. C'est bon.
Donc voilà, donc Alice, on te laisse parler sur le côté approche pour le financement de sa formation. Oui, l'idée, c'est de pouvoir vous partager des informations. Alors, évidemment, aujourd'hui, alors j'ai eu la primeur d'avoir la liste des participants hier. Donc, évidemment, vous n'êtes pas tous de la même branche, voire il y a même des indépendants aussi parmi nous aujourd'hui. Donc, les critères sont spécifiques, évidemment, à chaque entreprise, à chaque branche et à chaque situation. L'idée aujourd'hui, c'est de vous partager des informations sur des dispositifs qui existent, de vous donner le plus d'informations possible sur si oui ou non ça peut vous concerner. Après, évidemment, que s'il y a des cas spécifiques, on pourra y revenir. Donc, mon premier conseil, avant d'aller techniquement, donc comment est-ce que je peux financer de la formation, c'est de planifier à l'année. C'est-à-dire, alors évidemment qu'il y aura toujours des actions de formation qui risquent d'arriver, des besoins qui risquent d'arriver au fil de l'eau, mais le premier conseil que j'aurais tendance à donner, c'est de vraiment essayer, là on arrive fin 2022, si ce n'est pas encore fait, peut-être début 2023, de planifier les besoins de formation que vous ou vos salariés pourriez avoir sur l'année 2023. Première raison, c'est que ça pourrait vous permettre vraiment d'optimiser votre investissement formation. C'est-à-dire que quand on prend l'image globale, on se rend compte que peut-être on peut regrouper certains besoins de formation et donc faire du collectif plutôt que de l'individuel. Il y a peut-être moyen d'optimiser son budget de cette manière-là. Ça permet aussi de prendre le temps de rechercher s'il y a des solutions de financement. Parce que quand c'est dans l'urgence, soit on n'a pas le temps de chercher, soit même si on l'a trouvé, il y a quand même des délais de demande de prise en charge et qu'on peut peut-être louper si on s'y prend au dernier moment. Donc voilà, en termes d'optimisation financière, déjà, c'est une bonne raison de vouloir planifier à l'année. Je ne vous refais pas tout le laïus parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais quand même, la marque employeur en termes de formation, pouvoir communiquer sur ce qu'on fait, voilà, c'est quand on prend le temps de le faire, ça permet à la fois en interne et en externe de communiquer sur ces projets. C'est-à-dire que la marque employeur, on en parle beaucoup en externe, mais en interne aussi, ne serait-ce qu'être capable d'apporter une réponse à une demande de formation qui vous a été faite, qu'elle soit positive ou négative. Mais déjà, apporter une réponse, ça peut être une bonne chose pour l'image de l'entreprise. Et puis, il y a aussi une idée de respecter ses obligations légales parce que suite à la fameuse réforme dont on a déjà parlé ce matin, il y a aussi une obligation, elle date même de 2014, celle-là, mais de former ses salariés au moins une fois tous les 6 ans sur une formation non obligatoire. Et puis, il y a aussi toutes les formations obligatoires. Donc, tout ça, le planifier à l'année, c'est mon premier conseil. Ensuite, si on parle en termes de financement, alors évidemment, le premier conseil, c'est de connaître son OPCO. Vanessa, aujourd'hui, nous a présenté l'OPCO EP. Elle l'a dit, vous n'êtes pas tous ressortissants ou bénéficiaires aujourd'hui adhérents du même OPCO. Il y en a donc 11 qui existent aujourd'hui en France. Si vous ne savez pas encore à quel OPCO vous êtes rattaché, je pense que Jean-Philippe vous fera suivre le support que j'ai aujourd'hui et je vous ai mis le lien vers le site maintenant où vous pouvez taper votre numéro de SIRET et vous retrouvez automatiquement votre OPCO. Si vous n'êtes pas encore adhérent, parce que c'est une entreprise récemment créée ou pour toute autre raison. Il y a également une table, c'est un tableau Excel qu'on peut télécharger avec le code IDCC et ça vous indique l'OPCO référent en face. Et enfin, Hélène posait la question tout à l'heure, si vous êtes travailleur indépendant et que vous avez versé votre CFP, votre contribution à la formation professionnelle, souvent vous ne le savez peut-être pas parce que peut-être que c'est le comptable qui s'en occupe, mais vous la versez, eh bien vous êtes rattaché à un fonds d'assurance formation qui peut aussi vous permettre du coup de bénéficier de financement pour vous former en tant que travailleur indépendant. Donc, il ne faut pas hésiter. Si vous avez votre espace sur le site de l'URSSAF, vous pouvez aller récupérer l'attestation de versement de la CFP et dessus, il est indiqué à quel organisme elle a été versée. C'est l'organisme qui peut vous permettre de financer de la formation. Et puis, une fois qu'on sait à quel OPCO on est rattaché, l'idée, premièrement, c'est de prendre contact. Vanessa l'a dit tout à l'heure, il y a des conseillers, il y a certaines entreprises qui ont même qui font partie du portefeuille de conseillers qui leur sont dédiés. Du coup, vraiment, moi, je vous encourage à prendre contact avec votre OPCO, voir si vous avez un conseiller attitré, à déclencher un rendez-vous pour pouvoir lui présenter votre activité, qu'il sache quels sont les métiers et puis peut-être les projets qu'il va y avoir dans votre entreprise et que du coup, il puisse peut-être lui faire le lien avec, Vanessa parlait du fait qu'ils vont chercher parfois des cofinancements sur la région, sur l'État, certains vont même sur l'Europe.
Bon, du coup, si votre conseiller connaît mieux votre activité, il saura mieux vous accompagner sur les différentes enveloppes qu'il peut être amené à gérer. Et puis, là, Vanessa le disait aussi, c'est présent sur l'OPCO-EP. Maintenant, la plupart ont la possibilité de vous créer un espace en ligne. Donc, je vous encourage, si ce n'est pas encore fait, à aller activer votre espace en ligne sur le site de votre OPCO. Et puis, en général, quand même, il y a à peu près tous les OPCO le font, vous pouvez aller y télécharger les critères de financement liés à votre branche. Et ça peut être intéressant, au moins une fois dans l'année, une fois que les conseils d'administration les ont publiés, de pouvoir télécharger ces critères de financement et de les lire. Parce que des fois, on peut avoir des surprises sur telle ou telle branche qui a développé des projets particuliers et donc qui met des enveloppes particulières pour la formation sur des besoins spécifiques. Et donc, ça peut être intéressant parfois de se dire « Ah, c'est pas mal parce que moi, j'avais tel projet dans mon entreprise, je vais peut-être pouvoir faire le rapprochement et du coup bénéficier de fonds pour la formation de mes salariés. » On peut avoir parfois de bonnes surprises. Donc, je vous invite à télécharger ces critères, à les lire et puis à anticiper vos demandes de financement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le faire si possible en début d'année. Il y a un certain nombre d'enveloppes dans le financement de la formation où il y a la petite ligne qui dit « dans la limite des fonds disponibles ». Bon, dites-vous bien qu'en décembre, les fonds disponibles, ils sont forcément moindres qu'en janvier, parce qu'en général, c'est des enveloppes annuelles. Donc, le plus on anticipe sur ce genre de besoins, je parle sous le contrôle de Vanessa qui a le droit de m'arrêter si je dis des bêtises. Est-ce que je peux juste… Bien sûr. Alors, il y a certains OPCO fonctionnent avec un principe d'enveloppe annuelle, mais ils sont de plus en plus rares, hein. Aujourd'hui, ce sont des enveloppes trimestrielles, justement pour avoir cette équité dans la répartition des fonds et éviter que ce soit les premiers arrivés qui soient les premiers servis. Néanmoins, il est toujours évidemment, Alice a raison de le dire, préférable de faire des demandes en début d'année. Mais il se peut aussi qu'au premier trimestre, vous fassiez une demande fin février et que celle-ci ne soit pas financée en raison des fonds. Cette demande peut être redéposée sur le trimestre suivant lorsque l'alimentation se fait à nouveau. Du coup, d'où l'idée, par exemple, si vous faites en début d'année, mais en février, ça ne passe pas, si vous l'avez anticipé et qu'en fait, c'était une formation qui a lieu à l'été ou à la rentrée de septembre, ça vous permet de redéposer une demande de financement un peu plus tard. Donc, voilà, je ne vais pas réinsister sur l'anticipation, mais quand même, ça peut être un bon défi. Et on ne peut pas rentrer dans une sorte de liste d'attente. On est obligé de… Je dépose en février et je redépose encore après. On ne peut pas être sur une liste d'attente. Non, parce que, pardon, on peut pas fonctionner de la sorte parce que ça reviendrait à dire et à acter le fait que les premiers arrivés sont les premiers servis. Je suis une entreprise, si je pratique le principe de la liste d'attente, eh ben moi, si je suis un peu maligne, je fais toutes mes demandes au mois de janvier et je suis sur la liste d'attente. Donc, ce principe n'est pas un principe d'équité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les branches libèrent leurs fonds. Alors, soit par trimestre, certaines libèrent aussi les enveloppes de ressources annuelles qui leur sont confiées, puisqu'en fait, ça fonctionne comment ? Chaque branche se trouve avoir une ressource annuelle à gérer au regard du nombre d'entreprises et du nombre de collaborateurs qu'elle couvre, de telle sorte que ce soit équitable. Après, libre à la branche de dire, moi, je libère tous les trimestres parce que je n'ai pas de saisonnalité. En revanche, on sait qu'on a aussi des entreprises qui ont des saisonnalités et qui n'envoient pas leurs collaborateurs en formation à certaines périodes. Donc, ce serait ridicule de libérer des fonds sur les 3 derniers mois de l'année, et notamment, je pense à l'artisanat et au métier de bouche, qui sont des périodes très chargées en activité, avec les fêtes de Noël notamment, et qui font très, très peu de formation sur cette période-là. Donc, voilà, donc, il y a effectivement, il faut anticiper, ça c'est une certitude, d'autant que en ce qui concerne l'OPCO-EP, nous arrêtons de recevoir des demandes généralement entre le 15 novembre et le 1er décembre. C'est-à-dire que passé la date du 15 novembre ou du 1er décembre, toutes les demandes qui sont faites ne sont pas traitées, ne sont pas finançables, puisqu'il faut qu'au 31 décembre de chaque année, on ait engagé toutes les demandes au titre de l'année au regard de nos ressources. OK.
Donc voilà, je ne m'étends pas forcément beaucoup plus sur la partie OPCO parce que Vanessa en a déjà très bien parlé. L'idée, c'était aussi de pouvoir voir sur d'autres dispositifs qui pouvaient être intéressants. Et je vais vous parler un peu du CPF. Alors, je repose les bases. On est bien d'accord, le CPF, c'est un dispositif de financement de la formation à l'initiative de l'individu, qu'il soit salarié, travailleur indépendant, demandeur d'emploi, etc. Quelques petits rappels. Toutes les formations ne sont pas finançables par le CPF. De manière générale, on parle de formation certifiante, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'accompagnement à la VAE, le bilan de compétences, voilà, il y a d'autres spécificités. Et pour rappel, le CPF, dans le cas général, là encore, il y a des spécificités, mais dans le cas général, c'est 500 € par an qui sont alimentés sur le compte des personnes qui ont travaillé au moins l'équivalent d'un mi-temps sur l'année, et c'est plafonné à 5 000 €. Je dis ça parce que ceux qui, au moment où on est passé au CPF, avaient un DIF qui était au plafond, vont atteindre le plafond de leur CPF s'ils ne l'ont pas utilisé, devraient l'atteindre cette année ou l'année prochaine. Donc, ceci étant dit, rappel étant fait, il y a la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a instauré le principe et la possibilité de faire de la co-construction, c'est-à-dire la possibilité pour l'entreprise et son salarié de co-construire le financement d'un parcours de formation. Alors oui, dans CPF, il y a personnel et il y en a certains, il y a même des entreprises que je rencontre qui me disent mais jamais mes salariés ils voudront y aller parce que c'est marqué personnel, donc c'est leur fonds. Ok, mais en fait, c'est une autre manière de présenter les choses, c'est-à-dire que là, l'employeur va abonder au CPF du salarié pour, en gros, grossir son budget formation et pouvoir permettre de mettre en place certains projets de formation. Il peut décider d'abonder pour un projet de formation spécifique ou, de manière générale, de verser sur son CPF et ensuite le salarié choisit la formation qu'il veut faire. L'idée, là, dans les entreprises qui le font aujourd'hui, c'est aussi de promouvoir une culture du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que si on co-construit avec du CPF, ça veut dire déjà qu'on fait de la formation certifiante. Donc, en termes de valorisation, même pour le salarié, c'est de dire tu vas quand même pouvoir rajouter une ligne sur ton CV avec une formation certifiante. Donc, ça coûte un peu plus cher parce qu'en général, formation certifiante, ne serait-ce que de payer la certification, ça coûte un peu plus cher. Néanmoins, l'entreprise s'engage aussi à verser aussi sur ses fonds propres, souvent. Donc, on est dans cette logique de gagnant-gagnant et de co-construction. Pour rappel, il y a 4 types d'abondements qui peuvent être faits par l'entreprise. Il y a ce qu'on appelle la dotation volontaire, qui est celle dont je suis en train de vous parler, où là, l'entreprise décide de participer au financement du projet de formation en général ou d'un projet de formation en particulier sur lequel ils se sont mis d'accord avec le salarié, l'objectif étant d'inciter les salariés à se former. Il y a ce qu'on appelle les droits supplémentaires, où là, ça va être, donc il y a les 500 € par an qui sont pour tout le monde, et puis il y a certains accords collectifs qui prévoient une alimentation plus favorable, et dans ce cas-là, l'entreprise verse, parce qu'elle fait partie, parce qu'elle est soumise à cet accord, du coup, l'entreprise va verser les fonds. Et comment l'entreprise le sait? Parce que ça, c'est un accord collectif de branche. Oui, alors en général, du coup, elle est censée être au courant des accords qui la régissent, quoi. Donc, c'est comme ça qu'elle est. Hélène? Oui, est-ce que l'abondement d'une entreprise au CPF de son salarié peut être pris en charge par un OPCO? Non, pour moi, c'est les fonds volontaires c'est forcément fonds propres de l'entreprise. Non. Après, c'est un autre financement, en fait. Le financement OPCO, ça peut être un autre. C'est-à-dire, il peut y avoir une enveloppe plan de développement des compétences à laquelle l'entreprise est éligible. Mais là, on est plutôt sur les fonds propres de l'entreprise qu'elle verse, puisqu'en fait, je vais vous l'expliquer juste après, mais l'entreprise, concrètement parlant, fait un virement à la Caisse des dépôts. Donc, c'est bien l'entreprise qui fait le virement. D'accord. On n'intervient plus comme par le passé sur une articulation DIF, plan de développement, enfin plan de formation. C'est un dispositif qui n'est plus possible puisque l'intégralité du CPF aujourd'hui, comme le dit Alice, est gérée par la Caisse des dépôts et consignations du début à la fin. Ensuite, il y a les droits correctifs. Alors ceux-là, on en a parlé il y a beaucoup l'année dernière surtout, mais ça va revenir maintenant tous les ans. C'est-à-dire qu'il y a la fameuse obligation depuis 2014
que chaque salarié puisse bénéficier d'un entretien professionnel tous les 2 ans et au moins d'une formation non obligatoire par période de 6 ans. Bon, bah ça, si l'entreprise ne répond pas à cette obligation légale, elle doit verser 3 000 € sur le CPF de chaque salarié pour lequel elle ne répond pas à cette obligation légale. C'est ce qu'on appelle les droits correctifs. Et puis, il y a la dotation obligatoire qui est encore plus spécifique, puisque là, c'est un abondement de 3 000 € aussi, mais qui doit être fait lorsqu'il y a un licenciement dans le cadre d'un accord de performance collective. C'est ce qui est prévu dans ce dispositif-là. L'objectif étant de permettre aux salariés de se former pour pouvoir rebondir suite au licenciement. Alors, du coup, pour finir sur la partie CPF, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Techniquement parlant, comment ça se passe si jamais vous voulez faire un abondement sur le CPF de vos salariés? D'abord, il faut vous connecter sur le portail Net Entreprise. Ça, à peu près toutes les entreprises qui ont des salariés, je pense, doivent connaître. Ensuite, c'est une habilitation à demander sur le portail EDEF, qui est l'espace des employeurs et des financeurs. Normalement, dès le lendemain, du coup, vous avez accès au portail EDEF sur lequel vous pouvez viser les collaborateurs pour lesquels sur lesquels vous voulez abonder au CPF avec leur numéro de sécurité sociale, leur nom de naissance, vous indiquez le montant que vous voulez verser et ensuite, du coup, il y a le virement qui doit être fait à la Caisse des dépôts et des consignations qui gère la totalité du process du CPF. Vous pouvez mettre des critères précis, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'abondement, il est pour telle thématique de formation ou même pour telle formation précisément, ou bien vous pouvez juste abonder et ensuite le collaborateur est libre d'utiliser ses fonds. Et l'entreprise donc abonde sur un CPF d'un salarié, mais n'a aucune autre contrainte parallèle sur ses autres salariés. S'il n'y a pas d'accord collectif, non. Tout à l'heure, Jean-Philippe, tu parlais d'accord de branche, ça peut être un accord d'entreprise. Vous avez des accords d'entreprise GEPP ou parfois d'autres qui prévoient le versement, alors soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories de salariés, soit pour des métiers en tension. Enfin, il peut y avoir des critères particuliers mis en œuvre, mais tu peux avoir aussi des accords d'entreprise ou des accords de branche qui prévoient du coup et qui obligent du coup l'entreprise à verser sur le CPF de certains salariés. Alice, petite question. Ça veut dire que sur une TPE où globalement il n'y a jamais de partenaires sociaux, il n'y a forcément jamais d'accord d'entreprise, l'obligation est laquelle? Versement automatique ou versement au bon vouloir de l'employeur? Alors, il n'y a aucune obligation. C'est-à-dire que les 500 € qui se mettent tous les ans, finalement, c'est pas l'entreprise qui les verse. Techniquement, ce n'est pas l'entreprise qui fait que le compte CPF de ses salariés augmente. Tous les ans, tous les mois, l'entreprise fait sa DSN, du coup, envoie l'information sur la durée, sur le temps de travail de ses salariés, et ça se fait automatiquement. En général, c'est en avril de N+1 que les salariés voient leur compte abondé. Mais ce n'est pas l'entreprise qui fait la manip. En revanche, là, c'est vraiment sur un abondement. Alors, s'il n'y a pas d'accord, parce qu'en général, sur les TPME, je te rejoins, Bénédicte, il n'y a pas d'accord d'entreprise. Donc, c'est que c'est un abondement, une dotation volontaire. Et là, l'entreprise, du coup, le fait à son bon vouloir, il n'y a aucune obligation. Parce que là, ce que tu évoques, c'est un abondement qui est supplémentaire aux 500 € annuels obligatoires. Tout à fait. C'est ça, d'accord. Merci. Et sur les droits correctifs dont je vous parlais par rapport à l'obligation d'entretien professionnel et de formation non obligatoire tous les 6 ans, ça, c'est du déclaratif de l'entreprise. C'est-à-dire que maintenant, en théorie, chaque année, vous devez faire le point sur les salariés pour lesquels vous avez passé une période de 6 ans. On respecte l'obligation, tant mieux. On ne la respecte pas. L'entreprise doit volontairement aller verser les 3 000 € sur le CPF des salariés concernés. Si ce n'est pas fait et qu'il y a un contrôle et que le contrôle, en effet, montre que l'obligation n'était pas remplie, non seulement l'entreprise est contrainte de verser les 3 000 € sur le CPF des salariés concernés, mais en plus, elle est susceptible d'avoir 3 000 € d'amende en fait, auprès de l'URSSAF par salarié concerné. Donc, ça double potentiellement le montant. Est-ce que sur cette partie CPF, alors, juste pour l'exemple d'une entreprise que Bénédicte connaît très bien aussi, je l'ai vu mettre en œuvre, notamment sur des parcours de formation sur le management. C'est un exemple, mais qui permettait d'aller chercher quand même des formations qualitatives avec une belle certification au bout et qui a permis, du coup, dans la discussion avec les salariés, de dire
oui, on vous forme, mais on va au-delà de juste la formation, c'est-à-dire qu'on vous permet d'avoir une certification ou après, ils pouvaient même, via la VAE, avoir un diplôme grande école, ce qui était quand même assez valorisant. Et c'est comme ça que du coup, on a pu construire des parcours, des beaux parcours de formation en permettant de co-construire CPF et entreprise. Et en l'occurrence, à ce moment-là, ça devait être 1 tiers CPF, 2 tiers entreprise, ce qui a permis de construire des parcours assez sympas. Du coup, autre biais de financement dont a parlé Vanessa, c'est l'alternance. Alors l'alternance, moi je le vois comme un avantage, comme un dispositif intéressant à 2 niveaux. Évidemment, dans la partie recrutement, c'est-à-dire pour former de nouveaux collaborateurs, où là, il y a à la fois l'apprentissage et le contrat de professionnalisation. On n'a pas le temps aujourd'hui que je vous refasse le topo sur les 2 contrats, mais il y a ces 2-là qui existent. Mais il y a aussi de l'alternance pour les salariés déjà dans l'entreprise. Premier dispositif, c'est la PROA, la reconversion ou reconversion par l'alternance, je vais y arriver ce matin. Là, c'est pour des salariés qui sont en CDI dans l'entreprise, qui n'ont pas atteint le niveau de diplôme Bac+3, c'est quand même un critère dont il faut tenir compte. Et ça s'organise en termes de volume de formation et de durée de formation et de conditions d'éligibilité, peu ou prou comme le contrat de professionnalisation. Attention, il y a quand même une condition très limitante aujourd'hui, c'est que la PROA ne peut être mise en œuvre que s'il y a eu un accord étendu de branche qui concerne le sujet de la PROA, et notamment dans cet accord, les partenaires doivent mettre la liste des certifications qui sont éligibles à la PROA pour les entreprises de la branche. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et il y a encore des entreprises aujourd'hui, s'il n'y a pas eu d'accord de branche, qui sont un peu limitées, ou bien qui voudraient faire certaines formations, mais si ce n'est pas dans l'accord de branche, du coup, ils ne pourront pas mobiliser ce dispositif pour faire toutes les formations. Et puis, on ne le sait pas toujours, mais le contrat d'apprentissage offre la possibilité de suspendre un CDI pour mettre en place un contrat d'apprentissage. C'est-à-dire que si vous avez dans votre entreprise, alors, on garde les mêmes conditions que le contrat d'apprentissage, c'est-à-dire, notamment en conditions d'âge, c'est 29 ans révolus. Après, il y a des spécificités pour les travailleurs avec une reconnaissance handicap ou les sportifs de haut niveau, mais normalement, c'est 29 ans le cas général. Mais donc, si vous avez des salariés qui ont moins de 30 ans, qui voudraient reprendre une formation et qui serait une formation éligible à l'apprentissage, vous pouvez suspendre le CDI le temps du contrat d'apprentissage pour pouvoir permettre la formation en alternance de ces salariés. Voilà, ce n'est pas toujours su, donc je me permettais de le remettre là. Donc, sur des formations longues, parfois, ça peut être intéressant. Et puis, je terminerai aussi avec d'autres partenaires qui peuvent permettre de financer de la formation, notamment dans le cadre du recrutement. Il y a quand même un certain nombre d'entreprises aujourd'hui qui se retrouvent en tension sur le recrutement et qui donc ont des difficultés à recruter des salariés qui ont directement les compétences et qui peuvent être embauchés directement. Il y a 2 partenaires qui sont Pôle emploi et la région Normandie. Alors, je parle de la région Normandie parce qu'aujourd'hui, on est entre Normands, qui permettent de financer de la formation pour des demandeurs d'emploi. Demandeurs d'emploi ne signifie pas forcément inscrit à Pôle emploi. Je parle notamment pour la région qui a le dispositif, une formation, un emploi, c'est-à-dire qu'une entreprise qui a des difficultés de recrutement, parce qu'il y a des difficultés notamment à trouver les bonnes compétences, peut s'adresser à la région et dire, voilà, moi je voudrais recruter un tel ou même quelqu'un qu'elle n'a pas encore trouvé, mais il faut que je puisse lui faire suivre telle formation qui aujourd'hui ne fait pas partie des formations collectives pour lesquelles la région a acheté des places. Et la région peut étudier le dossier et financer du coup la formation de la personne qui sera recrutée. La condition, c'est ensuite de recruter cette personne pour une durée minimum de 6 mois. Donc, c'est au moins... Alice, oui. Il y a une remarque de Véronique qui dit « Mais pourquoi 29 ans? On peut souhaiter se former pendant toute sa carrière professionnelle. » Oui, mais la loi, elle dit que l'apprentissage, c'est jusqu'à 29 ans révolu pour l'instant. Alors, bon, Après, il y a Alice. Après, voilà, il y a le contrat de professionnalisation qui prend le relais sur l'apprentissage. Alors, le contrat de pro, on ne peut pas suspendre un CDI pour mettre en place un contrat de pro. Ça, là-dessus, c'est dommage, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas prévu. En revanche, dans le cadre d'un recrutement, le contrat de pro,
il est quand même, alors je ne peux pas dire il est éligible à tout le monde, mais quand même, il est plus ou moins éligible à vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de profils, puisque le contrat de pro, en théorie, c'est jusqu'à 26 ans, sauf qu'en fait, c'est plus au-delà de 26 ans à partir du moment où on est demandeur d'emploi. Et là, demandeur d'emploi ne signifie pas inscrit à Pôle emploi, ça signifie juste qu'on n'est pas salarié ailleurs, grosso modo. Donc, vraiment, le contrat de professionnalisation et je sais, pour être intervenu aussi auprès de collaborateurs de l'OPCO-EP, que c'est un dispositif sur lequel on cherche à vraiment pouvoir aussi remobiliser, parce que le contrat de professionnalisation est un dispositif qui pourrait permettre de faire revenir à l'emploi certains profils qui sont peut-être plus éloignés aujourd'hui de l'emploi, qui ne sont pas éligibles au contrat d'apprentissage, mais qui restent éligibles au contrat de pro et qui, par la formation en alternance, pourraient bénéficier de formations qui pourraient être intéressantes dans le cadre de l'employabilité. Et donc, Pôle emploi a aussi des dispositifs, notamment la préparation opérationnelle à l'emploi individuel ou l'action de formation préalable au recrutement, qui sont deux dispositifs qui permettent de bénéficier de financement pour former des demandeurs d'emploi, donc là, qui sont inscrits à Pôle emploi, parce que c'est Pôle emploi qui finance, pour ensuite pouvoir les embaucher une fois qu'ils ont été formés. Donc, ils sont formés d'abord, et ensuite, il y a embauche en CDD ou en CDI avec des durées qui peuvent changer d'un dispositif à l'autre, mais en gros, on est sur au moins 6 mois. La POI, maintenant, on est sur un CDD d'au moins 12 mois ou un CDI. J'ai tenté de faire le plus concis possible, Jean-Philippe, et de rester dans le timing, mais on est encore dispo si vous avez des questions. Impeccable. Voilà. Alors, je ne sais pas, effectivement, est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Oui, il y a quelqu'un qui lève la main. Hélène? Oui, désolée, j'ai encore une question. Merci déjà pour ces présentations très claires et très intéressantes. Juste sur ta dernière slide, Alice, quelle est la différence entre l'AFPR, Action de formation préalable au recrutement, et une AFEST? Alors, l'AFPR, c'est un dispositif de formation. L'AFEST, c'est une modalité de formation. C'est-à-dire que l'AFPR, ça va permettre de financer de la formation avec certains critères bien précis à respecter pour pouvoir bénéficier du financement. L'AFEST, qui est donc l'action de formation en situation de travail, c'est une modalité. Il y a peut-être des formations financées par une AFPR qui peuvent se passer en AFEST. C'est-à-dire que l'AFEST, c'est un dispositif comme le présentiel est un dispositif de formation, comme le e-learning est une modalité de formation, comme le blended learning, etc. L'AFEST, c'est une manière de déployer de la formation. Là, en l'occurrence, c'est déployer de la formation en situation de travail. Alors, ça ne consiste pas simplement à aller au travail et puis nous apprendre à faire les gestes. Il y a plusieurs phases, dans la phase réflexive, la phase de retour, etc. Il y a un tuteur qui doit être nommé pour mettre en place l'AFEST. Donc, il y a vraiment des critères bien précis, mais c'est vraiment, l'AFEST, c'est une modalité de formation. L'AFPR, c'est un dispositif de financement de formation. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Très clair, merci. Et Moi, j'ai compris, alors c'est clair. J'ajouterais juste que, attention, à date, peu de branches acceptent le financement de l'AFEST. En tout cas, je parle du périmètre de l'OPCO-EP. Ce sont des sujets qui sont en discussion. Mais pour aujourd'hui, on a peu de branches encore qui ont inscrit cette modalité dans leurs critères de prise en charge. Mais très bien. Je pense que ça va venir et on en a échangé un petit peu avec Hélène récemment, mais c'est un dispositif qui, comme tout nouveau dispositif, a besoin que toutes les parties prenantes s'en prennent et puissent le mettre en œuvre. Mais il y a, voilà, en effet. Alors après, si l'entreprise finance la formation sur ses fonds propres, il n'y a rien qui l'empêche du coup d'aller faire de la FEST en étant bien accompagné et en étant sûr de bien suivre les modalités de la FEST, mais c'est une modalité de formation. Okay. Et c'est pour l'avoir expérimenté récemment, c'est un dispositif qui est extrêmement simple administrativement parlant et qui finalement est pratiquement comme un dispositif de recrutement normal, sauf que on ne reçoit pas forcément les candidatures de la même origine qu'habituellement. Mais sinon, c'est un dispositif de recrutement simple, un dispositif administratif simple et de validation en fait, de période d'essai extrêmement simple. C'est la FPR, Bénédicte, dont tu... La FEST. Non, la FPR.
La FES, c'est la Non, formation. oui, non, c'était en la FPR, pardon, Oui, tout à fait. ouais. Ok. C'est juste un peu contraignant qu'on ne puisse pas faire un CDI à la sortie. C'est un peu surprenant. Mais voilà, mais c'est un dispositif vraiment simple. Plus simple que le POI pour l'avoir expérimenté aussi. Ok, merci du témoignage. Et il y a une question de Véronique qui dit tous ces principes, en se référant, je suppose, à la slide, à l'écran, tous ces principes s'appliquent à tous les OPCO, pour l'interrogation? Alors là, c'est la région et Pôle emploi. Donc, du coup, c'est hors OPCO, pour le coup. Donc, il faut s'adresser directement à la région ou directement à Pôle emploi pour ces dispositifs-là, si c'est cela dont on parle. Véronique, si vous voulez intervenir pour poser peut-être plus votre question. Véronique est timide. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Question Olivier Griezmann. Je voudrais justement approfondir sur la FEST. Comment le mettons en place? Parce que m'est arrivé de faire 2 conventions de formation avec l'OPCO ou une entreprise hors Normandie. C'était en Vendée, avec l'OPCO La Roche-sur-Yon. Le dossier est quand même assez compliqué à monter avant de déployer une formation qui est destinée à un groupe de personnes en entreprise. Moi, je suis formateur, j'interviens dans des entreprises. Il faut monter un dossier, c'est très compliqué. J'ai des sollicitations en Normandie pour des PME qui veulent intégrer de nouveaux métiers. Donc, moi, je suis sur le profil des achats. Sociétés qui sont touchées aujourd'hui alors touchées très positivement par la relocalisation, qui avant faisaient plutôt du négoce avec l'Asie et qu'aujourd'hui se remettent à refabriquer dans nos régions et qui ont donc besoin d'acheter des composants, etc., et qui ont besoin d'intégrer ce métier dans des sociétés où précédemment la fonction des achats était opérée par le dirigeant ou une personne de la direction. Et il y a des profils, des sociétés sont intéressées pour intégrer des alternants ou de futurs salariés par le biais de la FEST. Et comment fait-on pour concrètement mettre en place un dossier à FEST quand une société nous sollicite pour le faire? Alors, je pense que là, ce qu'il faut différencier, c'est-à-dire que la FES, c'est une modalité de formation. Après, du coup, quel dispositif, quel financement est-ce qu'il recherche? Est-ce qu'il recherche un financement par le plan de développement des compétences ou par un autre dispositif? Et c'est là où Vanessa disait que oui, en effet, la FES aujourd'hui, sur un financement plan de développement des compétences, c'est encore en discussion dans un certain nombre d'OPCO. Est-ce que c'est ça la question, Olivier, ou... Je suis indépendant, l'administratif, ça tue l'activité. C'est très compliqué de faire des dossiers quand on doit intervenir à l'extérieur. Moi, je n'ai pas une structure avec 10 personnes pour pouvoir gérer les dossiers administratifs. Donc, quand on est force de proposition et qu'on a des sociétés qui disent tiens, moi, je prendrais bien un alternant, mais j'ai besoin d'un vrai coach au quotidien, pas forcément 3 jours de formation, puis après, on n'en parle plus, mais un suivi sur une année, sur une année et demie, pour intégrer un nouveau métier dans l'entreprise porté par un très, très jeune, une très jeune recrue. Quand on est force de proposition, comment montons l'offre de service, hein, comment on la construit pour que les démarches administratives soient simplifiées? On dit c'est ça. Ok, mais c'est quoi le dispositif auprès de qui on se rapproche? Donc, quand on est tout petit dans son coin, on est face à des murs administratifs. C'est comment? Par quelle porte? Qu'est-ce qu'il faut commencer à ouvrir comme porte pour dire tiens, je vais pouvoir accompagner des sociétés normandes qui ont ce besoin. Et d'un côté, il y a l'offre, d'un côté, il y a la demande, mais on fait comment concrètement faciliter les choses? Je pense que la première question à se poser, c'est de savoir par quel dispositif est-ce que, alors même si on essaye aujourd'hui d'en présenter le plus possible, mais c'est-à-dire est-ce que c'est de l'alternance, est-ce que c'est du plan de développement des compétences, est-ce que c'est des salariés dans l'entreprise Les chercheurs de sortie de l'école qui n'a jamais ou quasiment jamais travaillé en entreprise. C'est vraiment déjà par l'alternance. Et on fait comment? L'entreprise veut embaucher, elle n'a pas les moyens. Il y a des boîtes aujourd'hui qui sont exsangues, qui n'ont pas de pognon, qui sont membres de la CPME, mais qui ne peuvent pas faire autrement. Et qui se disent tiens, mais je recruterais bien un adulte qui sort de l'école et qui a quelques facilités sur les techniques de communication. Je pourrais en faire un acheteur, mais j'ai besoin de le coacher avec un professionnel qui, en temps partagé, peut venir l'appuyer. Ça, c'est le besoin. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour dire, tiens, je démarre, j'ouvre la démarche et je la construis? Comment fait-on? Donc,
On entend, attends, Olivier, je vous arrête parce que franchement, on vous entend pas très, très, très bien. Et puis, sur un sujet, on l'a compris, un peu pointu comme ça, moi, ce que je propose, c'est que vous aurez le support et avec Alice, vous mettiez en relation pour discuter directement. D'accord, Alice? Moi, ça me va très bien. Voilà, ok. Et c'est sans engagement, hein, comme dirait l'autre. Voilà. Après, j'ai une autre question. Je passe à une autre question. Et c'est Laetitia qui la pose. Un chef d'entreprise dont l'OPCO est le FAFCA. Laetitia, Oui, bonjour. bonjour. Est-ce que tu peux poser directement la question? Oui, en fait, j'ai un chef d'entreprise qui a fait la demande. On a fait la demande d'attestation, comme vous l'avez indiqué au préalable, auprès de l'URSSAF. Sur son attestation, il était d'indiquer son OPCO était le FAF-CEA ou CAE, je ne sais plus, excusez-moi pour s'il y a une erreur. Et donc, il m'a été indiqué au préalable qu'au minimum, il aurait 210 € par an d'aide ou 2100 € en fonction de sa contribution mensuelle auprès de l'URSSAF, si je ne dis pas de bêtises. Cependant, quand on a reçu son attestation, il a uniquement 118 € de disponibles. Du coup, est-ce qu'il y a une erreur? Est-ce que c'est bien les montants minimum 210 et 2100 €? Et est-ce qu'il est possible pour lui, sa question, d'augmenter sa contribution pour pouvoir avoir une plus grande aide l'année prochaine, par exemple, pour du financement de formation? Je ne sais pas si c'est clair. Oui, oui, oui. Oui. C'est une particularité. Les contributions sont versées effectivement à l'URSSAF. Il y a un montant qui est versé et qui ouvre des droits en fonction de la branche professionnelle à laquelle on appartient. Et ça, c'est dans les critères de prise en charge. C'est-à-dire que concrètement, pour financer une action de formation à destination d'un collaborateur, l'entreprise, en fonction de sa branche, en fonction de sa taille parfois, en fonction de son montant parfois de versement, se voit allouer un budget annuel, qui est de dire, pour une entreprise de 0 à 5 salariés qui a cotisé 200 €, son budget maximum pourra être, son plafond annuel pourra être de 1000, 1500, 2000, 2500. Mais ça, c'est vraiment en fonction de chaque branche. D'accord. Et ça n'est pas indiqué, cette mention-là ne figure jamais au moment du versement. D'accord. Donc là, je pense qu'il y a peut-être une confusion. Il faut mieux appeler le FAFCA pour voir D'accord. avec eux à quelle branche appartient cette entreprise, de telle sorte qu'ils puissent vous dire quel est le plafond dont dispose l'entreprise au titre de l'année. D'accord. Et donc, je verrai aussi avec eux, je suppose, s'il est possible qu'il augmente sa contribution. Après, voilà, alors augmenter la contribution, ça n'existe pas. La contribution, D'accord. c'est une obligation fiscale. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que l'entreprise a un budget de 1000 €, admettons, si elle demande une action de formation dont le financement alloué par l'OPCO est de 700 € parce qu'après, il est appliqué des règles de prise en charge. Ce n'est pas parce qu'on a un plafond de 1000 € que l'action financée est de 1000 €. Il est D'accord. appliqué parfois des critères au coût horaire. Donc, s'il y avait un restant à charge, à ce moment-là, le FAFCA pourrait demander à l'entreprise de verser le restant à charge pour faire une prise en charge intégrale. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Ok. Donc, on arrive, ça fait 1h15 que nous sommes ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, comme je l'ai écrit en message, donc, on vous fera passer à chacun les supports de présentation. Vous aurez aussi les coordonnées des personnes intervenantes et si vous le souhaitez, vous pouvez reprendre contact avec elles pour plus d'informations. Voilà. Tu peux arrêter le partage, Oui. Alice? Oui. Hop. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vous propose que chacun retourne travailler. Et je vous souhaite de bonnes fêtes. Et puis, je vous dis au prochain webinaire de la CPME. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. à Au tous. revoir. Merci. Bonne fête. fin d'année. Merci, au revoir. Au revoir. Et donc, Alice et Vanessa, si vous pouvez m'envoyer le dernier à jour, enfin le dernier power à jour. Hein, voilà. Mais j'ai un souci, Jean-Philippe, pour envoyer des mails à la CPME. Vous avez des firewalls d'enfer. C'est possible. Bientôt. Au revoir. Désolée. Au revoir. Donc, je réessaie, mais je crois qu'il faut que tu m'accrédites pour que je puisse t'envoyer un mail.
Ce que je vais faire, mais pourtant, je t'ai déjà envoyé un mail. Donc, normalement, Sophie, je vais réessayer, hein, mais je Ouais. sais que sur mon mail à moi, ça doit passer. D'accord? Ok, je te renvoie. Merci Alice, bonne fête de fin d'année. À bientôt. Merci. Jean-Philippe. Merci, à Au revoir. bientôt. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir. Jean-Philippe, c'est bon, moi, du coup, le support, je ne l'avais pas modifié. Du coup, tu l'as ou tu veux que je te le renvoie? Ouais, renvoie-le, comme ça j'aurai vraiment les versions à jour. Hein? Je te le renvoie. Ça marche. Merci beaucoup. Ok, bonne journée. Au revoir.